Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. On est très heureux de recevoir une nouvelle fois un habitué de notre micro, Mahdi Rouelguet. Salut Mahdi. Salut Reda, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. La première fois qu'on est en face à face, c'est-à-dire on n'enregistre pas à travers... Depuis le tournant du Covid, on appelle ça en présentiel. En présentiel, voilà. J'ai le grand plaisir d'être avec vous. Professeur, l'Université de Bordeaux, professeur d'histoire. Absolument, c'est ça. Spécialisé en Occident musulman. L'histoire des mondes musulmans en général. Véritablement, comme on se doit d'être un peu généraliste, on fait véritablement depuis la période médiévale jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Eh ben c'est super, on t'a convoqué, parce que tu sais qu'on convoque les gens, convoqué, en présentiel, parce que maintenant qu'il n'y a plus de Covid, il faut venir nous raconter l'histoire incroyable d'un personnage qui s'appelle, je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs, Mustafa Estebanico Zmouri. Comment on l'appelle ce personnage? Comment tu veux qu'on l'appelle? Alors évidemment, pour aborder cette question, je pars de ce que je suis, toujours en se posant la question d'où je parle. J'ai une démarche d'historien. Donc c'est en tant qu'historien que je vais aborder cette question. D'abord en faisant remarquer une chose, c'est qu'on retrouvera avec peine une aventure aussi extraordinaire, aussi remarquable et pour tout dire aussi admirable que l'histoire, je vais dire de ce bonhomme, de ce personnage, dont on ne connaît pas à vrai dire le nom. Pourquoi ? Parce que on sait qu'il est né sans doute à Azmour. C'était à l'époque la province de Doukkala, donc la plaine atlantique du Maroc, autour de 1500 environ, et il a été vendu comme esclave à Séville en 1522. D'accord. Et la seule source, en fait il n'y a que deux sources qui évoquent la vie et la trajectoire de ce personnage. Ces deux sources sont d'une part Cabeza de Vaca, qui était en fait l'un de ses compagnons, même si le terme est mal choisi, on y reviendra sans doute, dans son livre qu'il a écrit, qui est un livre où il retrace son épopée, et qui s'appelle Naufragios, un livre Les Naufragés, même si le titre, c'est un titre à rallonge, parce que les titres espagnols du siècle d'or, c'est comme les titres arabes qui riment. Donc c'est tout à la fois rimé et à rallonge. Et l'autre source, c'est Oviedo, donc qui était, on dirait, l'historiographe de l'empereur Charles Quint, donc qui est le personnage le plus puissant du monde à cette époque-là, qui a écrit une histoire générale des Indes, comprenez les Indes, l'Amérique sous domination ibérique, sous domination des Habsbourg, et qui a aussi parlé. La source première qui aurait pu, dans l'absolu, nous éclairer un petit peu sur ce personnage. En effet, quand ils sont arrivés, après 7 ans d'errance, eh bien, ils sont arrivés finalement, à bon port, de façon quasi miraculeuse à Mexico. Le vice-roi du Mexique, on ne dit pas le Mexique à l'époque, mais la Nouvelle-Espagne, donc Mendoza, a ordonné de prendre leur témoignage. Entendu que leur témoignage est absolument extraordinaire et surtout peut faire l'objet d'une utilisation, d'une instrumentalisation pour évidemment servir l'expansion espagnole en direction du nord et du nord-est et ouest de ce qui est à ce moment-là la Nouvelle-Espagne. Donc ces témoignages-là, qui ont été consignés par écrit, très officiellement, jusqu'à ce jour, c'est une source qui est perdue, qui est égarée, donc on ne peut pas compter dessus. Laquelle ? Le témoignage mis par écrit, de façon très officielle, dans le cadre de la cour du vice-roi d'Espagne à Mexico. Donc on va se baser sur le témoignage de Cabeza de Vaca. Oui, l'autre aussi est à prendre en considération parce qu'elle est un petit peu intéressante. Avant d'arriver sur les sources, on va commencer déjà par planter le décor. Comment un jeune Doukkali, finit vendu comme esclave au marché de Séville. Voilà. Déjà explique-nous un peu
à quoi ressemblent ces Doukala. Je parle de la région, hein, pas des gens. J'imagine qu'ils ressemblent à ceux d'aujourd'hui physiquement. Non. Mais à quoi ressemble la région pour en arriver là, quoi, voilà, comment ça se passe? Alors, il faut d'abord dire, préciser un petit peu les choses. Doukala est une des plus importantes plaines de tout le Maghreb. En 1500, ouais. Oui, et cette plaine c'est sans doute même l'étymologie du terme Doukala, qui vient sans doute du berbère Idwakal, qui signifie Wlad al-Ard, donc les fils de la terre, qui sans doute renvoie à la dimension agriculture. Céréalière plus précisément, puisqu'elle apparaît pleinement dans l'histoire, dans l'écriture, parce que les hommes gardent cette trace de l'écrit au moment de la période almoravide et almohade, avec la structuration en plusieurs villes, au moins 3 villes, voire 4, que sont Azmour d'une part, et Maziren, donc qui est Mazagan, Jdeda aujourd'hui, ou le Breja, et bien sûr Asfi, qui est pleinement construite à l'époque almohade, véritablement, autour du Ribat Sidi Mohamed Saleh, pour être le port et donc la fenêtre maritime de Marrakech. C'est ça sa vocation historique. Et là, tout de suite, je me permets de souligner qu'il y a un problème dans la chronologie, en fait. Parce que Azmour a été prise de façon extrêmement violente. Donc il y avait une forteresse qui date de l'époque almohade, dont on peut voir un peu la substructure encore aujourd'hui d'ailleurs. Elle est prise de façon très violente par les Portugais. D'ailleurs, Magellan participe en tant qu'officier du roi du Portugal à la conquête de cette ville. Magellan, et donc il est blessé à Azmour au genou. Il a eu un coup de lance. Et c'est ce coup de lance, cette blessure, qui, à l'autre bout du monde, quelques années plus tard, on est là en 1522, eh bien, il est assailli par les habitants de cette région qui est située entre les Philippines, l'archipel des Philippines et l'archipel malais, de la Malaisie, et il glisse, il se relève pour échapper à ses poursuivants, à ses assaillants, et là, il tombe, parce qu'il a été blessé au Maroc et il ne peut pas, évidemment, déguerpir et sauver sa vie. Donc, 1513, donc, la prise d'Azmour, et donc les 2 seules sources que l'on possède à propos de ce personnage, je ne sais pas comment on va l'appeler, Esteban, peut-être, par commodité de langage au moins, est vendu à Séville. Alors pourquoi ? Parce que depuis au moins la seconde moitié du XVe siècle, ça s'accélère véritablement à cette époque-là, même s'il y avait déjà avant, notamment pour toute la partie Rifen, donc du littoral méditerranéen du Maroc, une importance cruciale de l'esclavage, de la traite des humains. C'est-à-dire que pratiquement de ce qui correspond à l'embouchure de l'Oued Noun, donc de Sidi Ifni, aujourd'hui Esrir à l'époque, jusqu'au littoral rifin, vous avez des entreprises, des entrepreneurs portugais et espagnols qui viennent pour rasier les hommes. Ils prennent les hommes, y compris pour les hommes et les femmes, et en très grand nombre, ces personnes-là se retrouvent ensuite vendues principalement sur 3 marchés, à savoir le plus important d'entre eux est sans doute Lisbonne. C'est somme toute assez logique. Ensuite, vous avez, je parle en termes de volume, entre guillemets, si on peut parler ainsi d'une traite qui concerne les êtres humains. Vous avez ensuite Valence et ensuite Séville. Séville qui, véritablement, devient l'interface de l'Europe tout entière pendant au moins presque un siècle avec les Amériques, puisque le roi d'Espagne a voulu ériger Séville en termes de monopole avec Et donc, ce n'est pas un hasard si on retrouve des personnages originaires du Maghreb vendus comme esclaves. Par exemple, l'excellent spécialiste de l'histoire portugaise du Maroc, ou de la présence coloniale portugaise au Maroc, plus exactement, Ahmed Bouchareb, dans son très bon livre, évidemment, rend compte du fait, il témoigne, qu'il a identifié dans les sources de l'Inquisition au Portugal la présence de quelque chose, alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, le chiffre est juste énorme, la présence de 40 000 personnes d'origine marocaine à Lisbonne au début du XVIIe siècle. Donc évidemment, il faut remettre évidemment la trajectoire de ce personnage dans son contexte, dans l'histoire de cette époque, qui est que les puissances ibériques sont au moins pour un siècle et demi, les 2 principales puissances esclavagistes. Et l'esclavage, bien entendu, ne concerne pas que les subsahariens, les Noirs de l'Afrique subsaharienne, mais il concerne tout aussi bien les Maghrébins. Donc on avait comme ça 3 grands marchés dans lesquels pouvait atterrir un Marocain qui vivait pas loin des côtes, en fait, puisque
Voilà. Les razzias humaines se faisaient près des côtes de l'Atlantique, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Avec toutes sortes de stratégies pour s'emparer des personnes, parfois avec l'aide ou sans l'aide de certains locaux qui ont collaboré, comme le fameux Yahya Outefouft, donc à Safi De par Safi, exemple, ou le roi de Haha de cette époque, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les sources, hein, on le qualifie de rey, donc de roi. Et évidemment, il faut dire que si tel est le cas, c'est qu'il y a un besoin d'esclaves en Espagne et au Portugal. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui veut asseoir une forme de prestige social et économique dans ces sociétés se doit de posséder plusieurs esclaves. Hein. Évidemment, c'est très net quand vous regardez les peintures. La peinture donc, qui s'évertue à brosser le portrait de l'intimité. Hein. C'est une thématique qui apparaît justement à cette époque-là, hein, à confère les travaux de Norbert Elias sur la civilisation des mœurs. Et si on est quelqu'un d'important dans cette société, plus ou moins, on se doit d'avoir plusieurs esclaves. Et donc, très certainement, c'est dans ce cadre-là que le personnage qu'on peut appeler Esteban, ou Estebanico, ce qui signifie petit Esteban, petit Étienne, donc Esteban étant l'équivalent du français Étienne, se retrouve vendu à un personnage de second ordre. Il n'a pas été vendu à un très grand noble, ou à quelqu'un qui appartient à la famille royale ou grande d'Espagne. Il est vendu à un Dorantes, qui est de Carranza, qui est un personnage qui est originaire de Jerez de la Frontera, donc pas très loin de Séville. Il appartient, et c'est le cas de le dire, il appartient au sens aussi un peu arabe du terme Memlouk, hein, qui je pense est un terme encore plus explicite, hein, encore plus parlant pour nous. Et évidemment, c'est comme ça qu'il se retrouve vendu et qu'il va, en accompagnant ce personnage, cet homme de guerre espagnol, qui va chercher fortune de l'autre côté de l'Atlantique, comme beaucoup, et sans doute on peut revenir 2 minutes sur la trajectoire et qu'est-ce qui pousse tous ces Espagnols de toutes les classes sociales à tenter le tout pour le tout, l'aventure, à mettre leur vie en péril, à courir un grand danger, un risque, on va voir, parce que évidemment, parfois ça marche, et j'ai envie de dire c'est bingo, c'est le bonus, on devient immensément riche, et souvent c'est la ruine, si vous voulez, la désillusion, et voire, comme pour beaucoup, on verra, la mort. Là, on est vraiment dans la ruée vers l'Amérique, là. C'est-à-dire, les aventuriers s'embarquent, les gens de religion, des gendarmes, des navigateurs, des agriculteurs, des menuisiers, des prêtres. Enfin, tout le monde va chercher... Tout le monde cherche à participer à ce qui apparaît de plus en plus comme une curée. C'est-à-dire véritablement comme un endroit où tous les espoirs peuvent se réaliser, où on peut changer de classe sociale, devenir immensément riche, assouvir une soif aussi de domination, de puissance, parce que ce n'est pas juste l'or qui est en jeu, naturellement, c'est une part non négligeable, même essentielle, mais ce n'est pas tout. Si on ne comprend pas que de l'autre côté, la société espagnole et portugaise est, si je puis dire, dopée à l'expansion, à l'expansion et aussi à la guerre et à la violence. Évidemment, on ne comprendra rien de ce mouvement qui amène des Espagnols ou des Portugais au fin fond de l'Amazonie ou jusque la côte californienne, par exemple du Mexique, où va se retrouver Esteban de Piazmur. Alors, donc, il s'embarque avec son maître. Oui, alors le problème, on ne sait pas exactement, les sources qu'on possède ne permettent pas exactement de déterminer quelle est son identité. Parce qu'on parle tour à tour de negro, noir, arabe, de moro, donc de mort, ça, et aussi de nativo de Azmur, c'est-à-dire natif d'Azmur. C'est uniquement ça qu'on a. Alors juste le problème, c'est que comment se fait-il qu'il est esclave alors que la ville a été prise en 1513, c'est-à-dire un peu moins de 10 ans avant qu'il soit vendu esclave. Donc évidemment, est-ce que ça signifie qu'il est un esclave subsaharien qui a été vendu là par des intermédiaires, des doucala, ou bien c'est encore une autre hypothèse qui est que à ce moment-là, c'est là où il est bienvenu de faire un peu d'histoire totale. Le Maroc subit des problèmes, un peu comme aujourd'hui, mais bien plus graves, bien sûr, à cette époque-là, de dérèglement climatique. On a de terribles famines, de terribles sécheresses qui accablent véritablement le Maroc dans ces années-là et qui, sans doute, ont facilité la tâche aux Portugais et aux Espagnols. Et de nombreux Marocains se sont livrés comme esclaves pour tout simplement échapper à la mort par la famine et par inanition. Voilà, c'était une des façons d'être esclave, c'était de se livrer en fait.
d'être capturé ou d'être capturé par quelqu'un d'autre et vendu. Enfin, il y a tellement de scénarios possibles. Et il y a aussi, puisqu'on en est sur le vocabulaire, c'est aussi un des problèmes que j'ai pu trouver en lisant un peu la littérature de l'époque. Par exemple, moro, ça peut vouloir dire juste musulman. Negro, ça peut vouloir juste dire esclave. Et enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que la description du Maghreb et du Marocain a toujours posé problème à l'Européen, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Où on va trouver, au moment de l'arrivée des Français qui vont essayer de classer les Bédouins, les Arabes, les Andalous, les Berbères, c'est très compliqué. On sent la complication dans la volonté d'essayer de classer une population dont la complexité leur échappe, quoi. Tout à fait, mais ceci dit, il y a quand même une caractéristique propre au Maghreb et tout particulièrement au Maroc, c'est le fait que le Maroc est un grand autre de proximité. C'est-à-dire, évidemment, une identité, elle se définit toujours par rapport à une autre identité voisine de préférence. Et donc évidemment, dans ce cadre, le Maroc, c'est juste à côté de l'Europe. Et donc évidemment, mort, jusqu'à un certain point négro, renvoie un effet miroir qui permet aux Européens de se donner une identité. Évidemment, de voir les autres un peu comme l'autre côté du miroir, le contrepoint, l'exact opposé, l'inverse de ce qu'ils sont. Donc c'est un petit peu de ça dont il s'agit. Alors le problème, comme tu l'as bien signifié, tu l'as très bien dit, c'est que ça nous donne quand même des termes qui sont affreusement imprécis. Qui, en fait, nous laisseront sur notre faim. Puisque, en fin de compte, j'aime bien l'expression marocaine « l'sen ma fi adam », c'est qu'évidemment, en fin de compte, on ne saura jamais quelle était son identité véritable. Était-il berbère, arabe, noir fraîchement vendu ou d'origine, avec des ancêtres, comme beaucoup de Marocains, originaires depuis plusieurs générations de l'Afrique subsaharienne, du Biled Soudan. Tout ça restera en suspens. Alors deux choses, hein, ce Mustapha, cet Estebanico a été représenté par une sculpture récente qui représente les conquérants de l'Amérique. Il a été représenté noir. Oui. Voilà. Et deuxième chose, juste pour quelqu'un, si vous avez envie de mettre il y a un personnage qui ressemble un peu à, je ne sais pas qui a inspiré qui, c'est dans Aguirre la colère de Dieu, il y a un noir qui fait partie de l'expédition des conquistadors et qui est utilisé presque pour effrayer les Indiens qui n'ont jamais vu de noir. Donc il le déshabille et littéralement il lui demande de se présenter devant les Indiens pour les effrayer. Bon, c'est pas l'histoire qu'on est en train de raconter, mais ce personnage de l'Africain existe dans le monde des conquistadors. Voilà ce que j'essaie de dire. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, systématiquement, les conquistadores, les différents conquistadors, puisque c'est le terme générique qui désigne ces conquérants, qu'ils soient d'ailleurs civils ou militaires, qu'ils appartiennent au clergé, à l'église, ou qu'ils soient, entre guillemets, des laïcs, tous ou presque possèdent, très souvent possèdent, quand ils ont un certain rang, un certain statut social, des esclaves qui sont soit maghrébins, soit noirs. Toujours. L'expédition qui va ensuite beaucoup nous intéresser, elle évoque au passage, très rapidement, succinctement, la présence d'autres noirs africains. Mais on n'entend plus parler, ils sont évoqués une seule fois. Sur Esteban est bien entendu le nom qu'on lui a donné au moment où il a été vendu comme esclave et baptisé de force, converti au christianisme, comme c'était le cas, puisque l'Espagne des Habsbourg ne reconnaît qu'une seule religion, la religion du roi, c'est-à-dire le christianisme. Donc évidemment, on lui a donné le nom de Estebanico, et il était très courant d'ailleurs pour en fait signifier une infériorité qu'on donne un diminutif. Esteban, Estebanico. Ouais. En revanche, puisque tu as dit tout à l'heure Mustapha, presque tu aurais pu dire Bostov à la rigueur, on va dire, mais on ne connaît pas son nom original, son original. Cette histoire de... D'où on a sorti Mustapha? Alors on a sorti Mustapha parce qu'il y a plusieurs romanciers qui se sont emparés de cette histoire, parce qu'elle est tout simplement incroyable, extraordinaire, et on trouverait vraiment avec peine une histoire équivalente, analogue. Et donc c'est, je crois d'abord, un romancier, écrivain marocain qui est décédé aujourd'hui, qui était originaire de Souara, qui s'appelait Hamza Ben Driss Uthmani, et Layla Al-Alami, plus récemment, en 2014, qui ont écrit en anglais un roman, d'ailleurs que je conseille, qui est très bien, en jouant sur l'homonymie Esteban, Mustapha. Je m'empresse de dire que c'est certainement de la légende. Parce que justement, l'identité de l'esclave, c'est d'appartenir à 100% à son maître, et donc il y avait une forme d'amnésie orchestrée, voulue, pour, si vous voulez, faire en sorte qu'il appartienne, un peu à la façon d'un objet, rappelez-vous le terme memlouk en arabe, à son maître. Donc dans ce cadre-là, on devait lui enlever
évidemment, il ne devait plus garder de traces apparentes. Après, dans son fort intérieur, c'était quand même autre chose. Évidemment, de traces de son identité première, originelle. On prend la mesure un petit peu de ce qu'était la condition d'esclave. Et bien entendu, les esclaves sont partout dans l'Espagne, encore une fois. Cervantes, donc le premier grand peut-être inventeur du roman, c'est comme ça du moins qu'il est présenté, dans ses histoires, par exemple les novelas ejemplares, donc les nouvelles exemplaires, eh bien, vous trouvez plein d'histoires avec les Noirs, avec tous les stéréotypes, les préjugés, qui bien entendu donneront lieu à partir des Lumières, et surtout au XIXe siècle raciste, ou racialiste, si on doit introduire une nuance, évidemment, tous les stéréotypes préjugés qu'on prête aux Noirs, c'est-à-dire des gens plutôt bêtes, presque sans âme, qui ne font naïfs, qui procèdent d'une force brutale, et le moins que l'on puisse dire, à la lueur de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît, du peu qu'on peut, du moins en dire sur son histoire, c'est que, eh bien, il a fait preuve de tout le contraire. Oui, c'est pas devant un idiot. Mais c'est pas un idiot. Donc évidemment, si vous voulez voir à quoi ressemblent les préjugés de cette époque, pourtant par Cervantes, ressemble à ceux d'aujourd'hui. C'est évidemment, vous regardez, c'est triste à dire, mais vous regardez l'histoire El celoso extremeño, donc le jaloux originaire d'Extremadure, qui est l'histoire d'un conquistador qui va jeune, fort, viril, se battre en Amérique, et qui revient vieux et fatigué en Espagne et qui prend une femme toute jeune. Une femme, je sais pas, qui doit avoir 16 ou 17 ans, comme ça se faisait à l'époque, et cette femme, elle a pour gardien un noir. Et donc vous voyez un petit peu l'histoire, comment elle est... on voit où ça va. Voilà. Alors on s'embarque, il faut qu'on parte là, on va traverser l'Atlantique. Avec Alors déjà ça va tanguer, ça va bouger sévère. Ouais, dans la traversée. Alors on va vers Haïti en fait, c'est Hispaniola le port. C'est Hispaniola. C'est Hispaniola qui recueille ces gens-là quoi. Oui, lui il se retrouve avec donc son maître Dorante et se retrouve à Santo Domingo, donc qui correspond aujourd'hui à la République dominicaine, au sud de l'île, voilà, qui a été plus tard partagée en deux, puisque la partie occidentale est revenue à la France, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Haïti. Et la partie orientale est restée espagnole et hispanophone. Donc cette grande île là, c'est un peu le hub espagnol qui le réceptacle. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un peu le hub, tout à fait. D'autant plus que véritablement les débuts de la colonisation commencent là, dans cet endroit. C'est véritablement Christophe Colomb lui-même qui a donné une impulsion sans doute décisive à ce. Il part en quelle année? En 1522. 1522, donc il part 1522-1523. Il part là-bas et on ne sait pratiquement rien de ce qui se passe. Alors déjà, juste quand même dire que la traversée était d'abord extrêmement éprouvante. Parce que les bateaux du XVIe siècle sont encore relativement... les caravelles sont relativement petites, donc ça bouge. On doit se nourrir comme on peut de ce qu'on appelle biscuits, donc cuits deux fois, biscuits, donc qui sont tout à fait immangeables. Évidemment pour nos catégories d'aujourd'hui. Et on mange ensuite de la graisse de porc et ce qui correspond aujourd'hui à ce qu'on appellerait du bacon et qui est complètement pourri avec du vin qui a tourné, etc. Donc déjà il fallait survivre. Il fallait survivre déjà à la traversée. Exactement. C'est-à-dire qu'il fallait trouver des choses qui donnent beaucoup de calories en peu de poids en fait. Oui, sauf que le problème c'est que c'est une alimentation où il y a pratiquement rien de frais. Rien de frais. Et donc évidemment c'est là que commence avec ces grands voyages qui correspondent au temps des grandes découvertes. On commence à identifier la maladie qu'on appellera plus tard le scorbut, donc est une maladie où le manque de vitamines fait qu'on perd ses dents, on perd ses forces et on finit par mourir. Ouais, et qu'on combat avec le citron, non? C'est pas ça? C'est ça, alors le citron c'est le meilleur, évidemment. Alors, il arrive à Hispaniola avec ce Dorante, mais ce n'est que le début, parce que là, la vraie aventure va pouvoir commencer. C'est ça. Alors la vraie aventure, elle commence avec le fait que son maître, bien sûr, originaire de Jerez, de la Frontera, donc une région qui donne pas très loin de Sanlúcar, donc qui est l'endroit où tous les conquistadors s'embarquent, a très certainement des rêves de gloire, de richesse, et il ambitionne de suivre les pas, de suivre le sillon tracé précédemment par celui qui est le modèle absolu de la réussite des conquistadors, qui est Hernán Cortés.
qui lui est parti vers le Mexique. Et qui a débarqué au Mexique Voilà. et qui a soumis un pays dont on sait aujourd'hui qu'Obamo, il était peuplé de 40 millions d'habitants. Ouais. Alors que même lui-même débarque avec une troupe comprise entre 500 et 600 Espagnols. Alors le succès de Cortés là, avec l'Empire aztèque, il va donner des idées, il va être imité par énormément de monde, parce qu'il est parti un peu en défiant l'autorité locale d'Hispaniola, c'est-à-dire les Espagnols de Haïti. Il est parti un peu au bras de fer et on a essayé de le faire, de l'empêcher. Enfin, il s'est passé. C'est pas juste un flot continu d'Espagnols qui avance. Hein. Il y a des rivalités entre. Alors, voilà. systématiquement, les Espagnols n'ont pas arrêté de se battre Entre eux. Voilà. Les uns les autres, et à fomenter des complots sur fond de jalousie, de problèmes de partage du butin, voilà. des promesses non tenues, des histoires d'alliance, aussi d'histoires de vendetta, de haine et de jalousie recuite. Et donc évidemment, ce Hernán Cortés, il arrive, et un personnage beaucoup mieux placé que lui, sans doute sur l'échelle sociale, un noble d'une plus grande importance qui s'appelle Panfilo de Narváez, donc est envoyé par le roi. Il arrive à convaincre en fait de monter une expédition pour arraisonner et mettre au pas Hernán Cortés. Mm-hmm. Et donc il débarque dans ce qui correspond aujourd'hui à Veracruz, qui est un petit peu la porte d'entrée vers le Mexique. Hein. Et là, son histoire tourne court, puisque finalement Cortés n'est pas là, mais c'est un autre noble espagnol qui choisit de rester fidèle à Cortés, donc qui s'appelle Sandoval, qui va l'arrêter, et dans le combat d'ailleurs, et il perd un œil, il devient, on dit en espagnol, tuerto, c'est-à-dire en fait il perd un œil, il devient borgne, et il est retenu en captivité, c'est-à-dire c'est l'humiliation suprême pour un noble castillan qu'il est, et plus tard il est libéré, et il est obligé de revenir en Espagne. Misérablement, et il a échoué. D'accord. Et donc il va essayer là de convaincre le roi d'Espagne directement. Alors il a des bonnes connexions, il a des bons réseaux. On est quand même pas très très bien renseigné sur ce personnage, mais on peut voir quand même, on peut discerner que ce personnage qui est plus âgé que Cortés est bien plus âgé bien sûr qu'Esteban, Dorante ou Cabeza de Vaca, puisqu'il est né vers 1470, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il a déjà presque la cinquantaine quand il débarque donc au Mexique, et il a la cinquantaine passée, presque 60 ans, quand il va organiser l'expédition qui lui sera fatale. Alors, on va juste récapituler, parce que les destins sont incroyables, et parfois il faut répéter, parce que ce siècle propose des parcours hallucinants. Donc on parle de quelqu'un qui est parti à la poursuite de Cortés, qui lui était engagé dans la conquête du Mexique, pour l'empêcher de la faire, parce qu'il n'était pas correctement équipé en agrément ou en autorisation, c'était pas lui qui devait la faire, c'est quelqu'un d'autre. Qui n'y arrive pas, qui rentre une espèce de guerre avec les lieutenants de Cortés, qui se fait attraper, et qui finalement, à sa libération, court en Espagne, poursuit le roi, je crois, après, dans plusieurs villes, pour essayer de le convaincre, lui aussi, d'avoir l'autorisation, une sorte d'ordre de conquête, d'ordre de mission, pour lui s'intéresser à la Floride, c'est bien ça. En fait, la Castille, à ce moment-là, entre le 15e et le 16e siècle, est à l'avant-garde, à la pointe du progrès en Europe et de la modernité. Ce qui signifie, en fait, que la Castille est peut-être, à ce moment-là, si vous voulez, débuter un processus de centralisation. Ça veut dire qu'on doit en passer quand même par le roi et par la cour. Et donc ce Panfilo de Narváez, il est obligé de courir à droite à gauche, puisque la cour, à ce moment-là, avant la construction de Madrid en 1560, est itinérante en Espagne. Elle est à Valladolid, à Tolède, un petit peu aussi à Ségovie, de temps en temps aussi sous Charles Quint à Grenade. On faut construire un palais nouveau à côté de l'Alhambra, qu'on peut toujours admirer. Et donc il revient ivre, si vous voulez, d'une sorte d'hubris, alors l'hubris, c'est la déraison, quelque chose de grandiose, c'est-à-dire avec des idées, des projets à réaliser, et il pense à la Floride parce que quelques années auparavant, vous avez un autre conquistador qui s'appelle Juan Ponce de León, qui a parlé de la Floride, donc déjà le terme, Florida, c'est tout à la fois une végétation extraordinaire, peut-être l'endroit où se trouverait le paradis perdu, c'est peut-être là aussi que se trouverait, c'est moi les croyances de l'époque, la source de jouvence qui permettrait de ne jamais vieillir, de jamais vieillir et de ne pas mourir, et de connaître le sort commun à tous les hommes qui sont des mortels. Et donc c'est tout ça qui engage
Et aussi, bien sûr, on recherche des espaces à conquérir. Oui, et on part pas comme ça. Il faut avoir le OK du roi qui va te dire, vas-y, si tu conquiers cette zone, déjà, il doit avoir ses 20%, déjà, si je ne me trompe pas, c'est 20% qui remonte à la couronne, et tu vas être nommé, on négocie les conditions en cas de succès, voilà, tu vas être gouverneur, et ça va être héréditaire, et tu vas, etc. Voilà, c'est quelque chose qui se négocie avant le départ, quoi. Absolument. Comme je l'ai dit, la Castille, l'Aragon, et aussi, bien sûr, le Portugal, sont autant de gouvernements, de pouvoirs, qui ont, on dirait aujourd'hui en mauvais français, un process, qui ont des procédures qui avalisent et qui permettent et qui encouragent et qui ensuite qui permettent de donner de la solidité, de la pérennité aux conquêtes. C'est-à-dire que la façon dont se partagent les terres, dont on prévoit le gouvernement des futurs sujets, donc hier les musulmans et aujourd'hui les Indiens, etc., tout ça suit un axe qui est déjà complètement prédéterminé et qui est rodé. Même s'il peut paraître, de notre point de vue aujourd'hui, complètement délirant. Par exemple, il existe ce qu'on appelle le requerimiento. Alors, ce requerimiento, c'était quoi? C'était, on arrivait dans une terre, on prenait un papier, donc il y avait toujours la dimension du droit, l'importance de la pensée d'Aristote, la redécouverte du droit romain fait qu'on est censé s'appuyer sur quand même une base légale. Et on venait, on disait aux Indiens, en espagnol, cette terre appartient au roi, à partir d'aujourd'hui vous êtes soumis, il n'y a plus que le christianisme qui est... Alors bien entendu, à l'époque même, le grand pourfendeur de la colonisation espagnole et du sort des Indiens, sort réservé aux Indiens, c'est Bartolomé de las Casas. Ouais, avec la controverse. Et donc évidemment, lui-même s'est moqué tout en le dénonçant, donc cette pratique complètement absurde qui revient à faire de grands discours juridiques avec des références à des Indiens qui, d'un, ne comprennent pas la langue et surtout qui ne sont pas en mesure de saisir évidemment les références. Non, mais c'est encore plus absurde ou plus ironique, parce qu'il y a même des scènes, et on les voit donc dans ce fameux film dont j'ai déjà parlé, La colère de Dieu de Werner Herzog, où on voit les conquistadors très sérieusement se partager des terres, et se partager également les esclaves indiens, qui les regardent. Ça s'appelle le repartimiento. Voilà, le repartimiento, et les gars les regardent, et on est en train de parler d'eux. J'adore, enfin je trouve ça incroyable, le décalage entre le côté légaliste d'une opération fondamentalement immorale ou amorale ou illégale, enfin, mais faite proprement, c'est-à-dire c'est le début de l'impérialisme en fait, ou du colonialisme, je ne sais même pas comment l'appeler. Alors attention, pour survivre, toutefois, les conquistadors ont développé, on va peut-être un peu en parler aujourd'hui, une remarquable connaissance anthropologique de ce que sont les Indiens, de comment fonctionne leur société. Je veux dire que dans le processus d'expansion qui va amener à une situation où l'Europe, en 1914, va dominer 80% des terres immergées de la planète, il y a l'idée, et il ne faut pas croire que ça s'est fait toujours avec beaucoup de moyens, avec des hommes, un bloc monolithique européen, comme j'ai dit, c'est parsemé de rivalités, de concurrence entre puissances européennes et aussi entre les différents protagonistes de cette histoire. Et attention, on en arrive à une situation, un savoir-faire, comme par exemple celui de Penquin ou de Lyautey ou de Gallieni, pour ce qui concerne l'Indochine, le Madagascar ou le Maroc, où par exemple Gallieni fait la conquête de Madagascar avec 500 hommes. Oui. Madagascar, c'est grand. On peut citer Pizarro qui fait la conquête de l'Empire Inca avec 160 ou Cortés à quelques centaines. C'est ça, c'est toujours l'idée, mais pour cela il faut avoir la force brute qui procède de ce qu'on appelle la révolution militaire. C'est-à-dire la capacité à utiliser la poudre, le fer comme jamais, à construire des forteresses, tout cela donc, qui procède d'une mutation à proprement parler fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Ça ne suffit pas. La force brute ne suffit jamais. Il faut aussi avoir une connaissance, et je reprends les mots de Gallieni qui sont une bénédiction, c'est beau, Lyautey à cette école aussi, qui autant de divisions ethniques, confessionnelles. Il faut vite comprendre l'ennemi. La cartographie. On est mis en demeure, si on ne veut pas mourir, parce que c'est ça, l'enjeu, c'est l'enjeu de vie ou de mort, et bien de comprendre comment fonctionnent ces sociétés pour savoir où sont les divisions, sur qui s'appuyer, qui contre qui. Et évidemment, les Européens n'existent et arrivent à imposer leur domination uniquement parce qu'ils savent très bien le faire. Ils arrivent à le savoir. Et justement, le problème de cette expédition, c'est que là, ça va très mal se passer. En Floride. En Floride, avec Panfilo de Narvaez. Déjà, comment le Estebanico Zmole, comment le Dukeli, on va l'appeler Dukeli maintenant, parce qu'on est sûr qu'il est Dukeli. Ça, il n'y a pas de doute. Non, très bien. Comment il bascule, donc il se retrouve sur ce bateau en destination de la Floride. Oui, de Tampa.
Aujourd'hui, ce serait la baie de Tampa. D'accord. Donc dirigé par notre ami Panfilo, de Narvaez. voilà, Narvaez, qui a son agrément de futur gouverneur de la Floride. Et Cabeza de Vaca, il fait quoi sur ce bateau? Cabeza, il a la fonction de ce qu'on appelle alguazil. Alguazil, bien sûr. L'Ouzir. L'Ouzir, bien sûr. C'est-à-dire tous les, comme en Al-Andalus, donc péninsule ibérique sous domination musulmane, les musulmans, les arabo-musulmans ont exercé leur domination. L'immense majorité des noms du politico-administratif et aussi de l'armée proviennent de l'arabe. Al-Ferez, Feris, donc le lieutenant, Alguazil, etc., etc. Al-Khalde, Qaid, donc évidemment. Donc lui, il est quoi sur ce bateau? Donc lui, il est Alguazil. Ça veut dire qu'il a, si vous voulez, quelque chose comme capitaine général. D'accord. C'est-à-dire officier de haut rang, Il y a un militaire. bateau, il y a plusieurs bateaux. Il y a plusieurs bateaux. Et tout de suite, l'expédition de Panfilo, de Narvaez, tourne mal. Tout de suite, il y a des... C'est une catastrophe. alors, Cabeza de Vaca, dans son a posteriori, donc bien après les événements, parle de tormenta terrible, donc de terribles tempêtes. Et juste, je fais remarquer que à peine un peu plus tard, les Espagnols, les premiers, vont adopter le mot qui vient des Taïnos. Les Taïnos, c'est le peuple des Caraïbes qui a été complètement exterminé, de Huracan. Huracan. Voilà. Comme barbecue, hurricane, tout ça, ça vient de la langue des Taïnos. Comme ils n'en avaient pas, enfin comme ça, ouais. D'accord. Et donc de suite, j'ai failli dire ils se tapent, excusez-moi pour l'expression, mais oui, ils essuient au moins 2 ouragans terribles, avec des morts, c'est-à-dire avec une image assez frappante, du moins que je garde à l'esprit, qui est celle des morts qui ont été ballottés contre les rochers, qui sont morts noyés avec les chevaux, etc. Et donc, alors j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais Panfilo Narvaez était déjà aussi illustré dans la conquête de ce qui est aujourd'hui la Jamaïque, et d'une partie de Cuba, où il a été comme les autres, plutôt un grand massacreur d'Indiens. Oui, voilà, il est connu. Et donc il arrive et... c'est pas un romantique, quoi. C'est un noble, et dans la sensibilité qui nous étonne, et qui nous donne aussi une petite idée de ce qui nous sépare véritablement de ce XVIe siècle, donc presque un demi-millénaire plus tard, Panfilo Narvaez est complètement insensible au sort des hommes, de ces hommes, et a fortiori des esclaves, des Indiens, etc. C'est un noble, il a, comme on dirait aujourd'hui, un agenda, il a des objectifs, et rien ne semble le dérouter. Et là où sans doute il diffère de Cortés ou un peu plus tard de Pizarro par exemple, ou de Mendoza pour ce qui concerne le Rio de la Plata, l'Argentine et l'Uruguay d'aujourd'hui, c'est qu'il fait preuve d'absolument aucun pragmatisme. Il n'y a aucune capacité chez cet homme à véritablement, vous savez, humer l'air et savoir un petit peu où va le vent, quelles sont les conditions, les circonstances, ce que les Grecs appelleraient le kairos, c'est-à-dire la capacité à se saisir véritablement de l'instant présent, du moment M, du temps T, évidemment, et à agir en conséquence. Oui, bien sûr. Pas du tout. Bien sûr, on a parlé de la capacité militaire de ces gens, on a parlé il faut parler d'extraordinaire... je sais pas, avidité ou motivation, ou qui est un mélange comme ça de besoin d'argent, enfin, de religieux, superstition, tout ça qui les a poussés vers ça. Mais ce bonhomme-là, ce Panfilo, on n'est pas dans la crème de la crème, là. C'est-à-dire que le bonhomme, il va mener son expédition au désastre. Et le désastre ne s'arrête pas aux conditions climatiques, parce que même une fois débarqué... Alors attention, il y a aussi, c'est peut-être aussi un biais induit par les sources. Étant donné que la principale source, qui est celle de Cabeza de Vaca, qui était son alguazil, donc son principal officier, lui aussi, il avait à l'évidence une part de responsabilité dans le désastre. Et on peut comprendre aussi son ouvrage, son témoignage, comme aussi avec l'idée de se dédouaner en chargeant celui qui peut être chargé, un mort qui ne viendra pas. On va spoiler, il ne va pas s'en sortir, le Panfilo, il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir, effectivement, mais les détails de cette expédition avec l'incroyable rôle que va jouer notre Estebanico, notre Mustafa Zmouri, sont dans la suite de ce podcast en 2 parties. Merci beaucoup, Mehdi, et à la semaine prochaine pour la suite de cette aventure extraordinaire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.